Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci surtout pour le partage. Alors aujourd'hui, je voulais discuter avec vous, tout au moins échanger avec nous sur deux sujets. D'abord, la visite du chef d'état-major de l'armée ougandaise, M. Muhoozi, à Kinshasa. J'ai l'impression vraiment, il y a beaucoup, presque dans toutes les émissions que j'ai suivies, tout le monde s'en indigne. Moi, j'ai un autre point de vue et je voulais partager avec vous sur cette question. Je voulais partager aussi avec nous sur la question du dialogue entre Congolais. Ça aussi, c'est une question qui, à ces moments, chez nous, vraiment, on en discute beaucoup. Mais avant de commencer avec tout cela, je pense que je dois d'abord commencer par dire que le président était en Angola, le président de la République était en Angola. Il paraît qu'il a fait tabac là-bas. Moi, je n'étais pas là-bas, mais c'est ce que beaucoup de gens disent. Alors, comme je n'ai pas encore vu des images, je ne sais pas interpréter si vraiment il a fait tabac ou tout au moins. Il paraît que les gens disent, il y a lui et M. Boulos qui étaient en vedette et qui devaient faire même un exposé sur, comment on appelle ça, les ports de l'hôpital ou les trajets qui doivent, ces projets de rail entre la Zambie, l'Angola et la République démocratique du Congo. Alors, on va voir ce que ça va donner et puis on va discuter là-dessus. Alors, il y a M. Boulos, lui aussi il est là-bas, qui a tweeté comme quoi il est en train d'entendre les deux ministres des Affaires étrangères, celle de la République démocratique du Congo, de celui de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda. Donc, tic, tic, tic. Alors, vraiment, chaque jour qui passe, nous sommes dans l'expectation. Donc, on est en train vraiment d'attendre avec grands yeux. Ça va être un grand kino. Ça, kino, c'est un grand cinéma, je veux dire. On va regarder, on va voir ce qui va se passer. On va lire les accords pour comprendre s'il y a vraiment des choses qui sont cachées dans ces accords. Mais tout au moins, c'est déjà un grand événement d'ici le 27. Alors, j'ai vu, je ne sais pas, c'est sur HKTV, j'ai vu quelque chose comme ça. C'est comme si moi-même j'avais suivi cette émission-là, les Congolais, où Ndekwe était en train de citer certaines émissions, par exemple Kalanji, TV, Mubenga, je ne sais pas comment il s'appelle, Raphaël ou Batoumon, je ne sais pas comment il s'appelle. Lui aussi, CT News, Tchala, Chancellor, Tchala News. Alors, et puis lui, Kabongo, Honoré Kabongo. Donc, les gens se sont emportés parce que M. Eliezer est un Moulouba. Je ne sais pas s'il est Moulouba. Je pense qu'il est Moussong. Mais peu importe. S'il est Moussong ou Moulaba, ça ne me dit rien. Alors, il paraît que non. On le traite maintenant de tribaliste parce qu'il a cité seulement les noms de Balouba et que ces Balouba-là sont en train de soutenir le pouvoir. OK. De toute façon, je constate que c'est une bassesse. C'est vraiment une bassesse que nous continuons toujours à discuter des hommes au lieu de discuter des idées. Il faut, au lieu vraiment, je crois que c'est comment une femme du président américain, j'ai oublié le nom, je ne sais pas si c'est Roosevelt, je ne sais pas, qui a dit vraiment les petits hommes discutent des hommes, les grands hommes discutent des idées. Il faut cesser d'être des petits hommes et discuter autour des hommes, discuter autour des idées. Arrêtez de discuter autour de la tribu, discuter autour du pays. Ça, c'est devenir grand. Supposons que toutes ces personnes-là sont compétentes.
Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous ici qui avons vraiment la maladie ou le syndrome de non-baluba. Dès que tu écoutes les noms Muluba, c'est comme un trigger. C'est comme dès que tu écoutes les noms, tu es complètement triggered. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. Ça, c'est allemand pour que triggered. Je ne sais pas. C'est quelque chose qui te tape dès que, oh, Baluba. Et puis, c'est comme un syndrome. Alors, il faut arrêter de discuter autour des hommes. Il faut arrêter de discuter autour de la tribu. Commencer à discuter autour des idées. Commençons à discuter autour des projets, autour de quelque chose qui nous élève des grands. Maintenant, si ces gens-là sont compétents, moi, ça ne me dit rien s'ils sont Baluba ou pas Baluba. Je n'ai pas un dérangement, tout simplement parce que j'écoute un nom Muluba. Alors, il faut qu'on se dépasse parce que ça nous amène vers le bas. Là, par exemple, beaucoup d'entre nous étaient en train de discuter sur des pères et des mères. Dis-moi maintenant, Madame Kaikwamba, il est des pères et des mères? Maintenant, là, il y a des Banyamulenge, qui sont morts là-bas au front. J'avais suivi ça chez Chancela Chala News. Les petits frères peut-être de l'actuel chef d'état-major Mansouz, il est mort là-bas au front. Et nous sommes ici, moi je suis Moutete, là je suis ici, est-ce que je suis mort là-bas au front? Alors vous voyez, toutes ces histoires-là, ça nous amène à rien. Alors j'espère qu'il faut soutenir les compétences. Il faut faire comme Martin Luther King a dit, juger les gens par les content. Comment on dit content? Oh. Pardonnez-moi. Juger les gens par content. Par la force de leur caractère. Là, j'ai traduit un peu, hein, par leur caractère que par leur tribu ou par leurs compétences que par leur tribu. C'est vraiment, je vais vraiment nous aider. Il faut qu'on dépasse ces niveaux-là. Il faut qu'on dépasse ces niveaux de juger les gens par rapport à leur sexe, juger les gens par rapport à leur couleur de peau, juger les gens par rapport à leur faciès, juger les gens par rapport à leur ethnie, à leur tribu et des choses comme ça. Alors, il faut laisser Eliezer en paix. Vraiment, il faut les laisser en paix. Il faut les laisser en paix. Parce que là, on est en train de gaspiller notre temps inutilement. Vraiment, ça, c'est un gaspillage de temps. Mais je comprends parce que nous, au Congo, on n'a pas beaucoup à faire. Alors, on s'occupe même des petites choses inutiles. C'est comme cette histoire de Mouozi. Ça, c'est une petite affaire inutile, mais nous, on n'a pas beaucoup à faire. Vraiment, on prend une grenouille, on les rend vraiment, on les transforme en éléphants et des choses comme ça. Alors, parlons des choses qui sont importantes. Alors, il y avait une caricature sur Top Congo que moi j'ai suivi hier, hein, une caricature, et qui résume cette histoire de dialogue entre Congolais. Dans cette caricature que j'avais vue sur Top Congo, il est écrit, donc il y avait, je vous décris la caricature, hein, il y avait là, en bas, il y avait les gens de Senko, de l'autre côté, il y avait aussi peut-être les délégués, et le président Félix Tshisekedi était comme au-dessus, et il disait, les enfants, formez des équipes de travail, dans 30 minutes, je ramasse vos copies, chrono en marche. Alors, vous comprenez que dans cette petite déclaration, vraiment, quelquefois, il y a des gens intelligents. Cette caricature résume cette histoire de dialogue complètement. Donc, c'est le président de la République qui a les chronos. C'est le président de la République qui va ramasser les copies. C'est le président de la République qui demande, qui donne les impératifs, former les équipes, former. Alors, ça veut dire tout simplement que les dialogues n'est plus l'initiative de la SENCO, n'est plus la propriété de la SENCO. Je ne sais pas ce que les gens de la SENCO ont pensé parce qu'ils parlaient de cohésion, tout ça. Maintenant, cette histoire devient l'histoire du président de la République. Alors, si on utilise le mot récupération, peut-être ce n'est pas le mot approprié pour ne pas vexer certaines personnes, mais tout ce que je veux dire, c'est que ce dialogue-là n'a plus la même forme, ni la forme, ni le format,
ni les scopes, ni les buts, ni les chronos, les temps impartis ne dépend plus de la Senco ECC. Donc, les choses ont complètement changé. D'ailleurs, même les lieux, les gens qui doivent participer, tout cela dépend maintenant du président de la République. Alors, moi, personnellement, je suis pour le dialogue. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je suis contre le dialogue. Ou tout au moins, j'étais toujours contre le dialogue. J'étais contre le dialogue entre le gouvernement et les M23 AFC. Mais maintenant, j'ai vraiment, depuis que les gouvernements M23 AFC sont en train de parler, j'ai l'impression que c'est quelque chose de positif. C'est vraiment quelque chose de positif parce qu'à cette époque-là, le Rwanda disait que non, ils ne vont pas signer et tout ça s'il n'y a pas de dialogue entre le gouvernement et les AFC M23. Alors, nous sommes maintenant dans la position, dans quelques jours, il y aura un accord qui sera signé entre la République démocratique du Congo et le gouvernement rwandais. Mais entre le gouvernement et l'AFC, on attend encore. Alors, vous comprenez que dialoguer quelquefois, c'est quelque chose de positif. Ça peut décanter certaines choses. Non, alors maintenant, j'ai moi quelques raisons pourquoi je ne voulais pas, par exemple, à cette époque-là, que le gouvernement, et même maintenant, que le gouvernement ou même la République vraiment s'affaisse pour aller tout simplement discuter ou dialoguer ou même donner à la Senco ECC cette possibilité d'organiser ces assises. Alors, je pense, quand j'ai regardé hier sur Top Congo le débat, je pense, il y a Christian Lusakweno qui avait dit quelque chose. Si un pouvoir commence à discuter avec une rébellion, c'est qu'il juge que les rebelles ont des revendications qui sont légitimes. Et c'est justement l'une des raisons pourquoi moi je ne voulais pas et je ne veux même pas qu'il y ait cette histoire de Senco ECC ou qu'il y ait des dialogues entre les M23 et le gouvernement parce que vous donnez une certaine légitimité aux revendications, soit de la Senco, soit des AFC M23. Par exemple, quand les gens de Senco disent qu'il y a des problèmes politiques, nous disons qu'il n'y a pas de problème politique, il y a des problèmes sécuritaires. En acceptant les dialogues, c'est comme si vous donnez raison aux gens de la Senco ECC. C'est pour cette raison, moi, j'étais contre parce on transfère, par exemple, quand ça vient du président, on transfère une certaine légitimité à ce qu'ils étaient en train de faire. D'ailleurs, c'est ce qui a bloqué les gens de Senco ECC. Vous vous souvenez qu'ils trimballaient partout dans le monde pour chercher la légalité et la légitimité. Mais non, ils ont tourné, ils sont rentrés, ils ont constaté que non, la légitimité et la légalité ne viennent pas de l'extérieur, mais c'est le président de la République qui confère une certaine légitimité, une certaine légalité. Alors, c'est dans ce contexte-là que je peux même soutenir ces accords, pas ces accords, mais plutôt ces assises, parce qu'ils reconnaissent la légitimité et l'autorité politique morale du président de la République. Alors, nous qui suivons ces choses, nous savons par exemple que Sun City, en soi, c'était une erreur. C'était vraiment une erreur. Et pour moi, c'était vraiment une bombe à retardement qui nous rattrape aujourd'hui. Par exemple, par rapport à le rapport mapping. Vous savez que ces rapports mapping, dans ces rapports mapping, il y a beaucoup de gens qui devaient être poursuivis au niveau international, au niveau de la CPI. Mais les accords de Sun City ont vraiment blanchi, lavé toutes ces personnes. Et c'est la majorité des personnes qui sont aujourd'hui en train de nous diriger. Parmi ces gens, on peut parler même de Jean-Pierre Bemba.
Parmi ces gens, on peut parler de Sesang. Parmi ces gens, on peut parler de mon frère, l'historien Thomas Louhaka. Donc, vous comprenez que la classe politique actuelle, Rouberua, Nyarugabo, la classe politique actuelle, c'est la classe politique qui est née des accords de San Site. Et vous voyez là où nous sommes aujourd'hui, la guerre reprend parce que c'est la même chose. Ces gens-là pensent que pour accéder au pouvoir, c'est le même processus. Alors ça devient comme un cycle. Alors, et c'est de là où il est venu aussi les brassages, mixages. Alors, il faut vraiment, il faut qu'on se dise une chose, on ne peut pas faire la même chose et se dire vraiment on n'a pas la folie, parce que la folie, c'est de reprendre les mêmes choses sans un résultat. C'est pourquoi le président disait toujours que cette guerre ne doit pas se terminer comme les autres guerres ou comme la guerre... non, cette guerre ne peut pas finir comme les autres guerres ou comme les guerres précédentes. Donc, ça veut dire que venir encore faire de dialogue, soit avec Senko et Sato Douala pour absoudre ces personnes, revient à refaire la même chose. C'est pour cette raison, moi personnellement, j'étais et je suis peut-être encore d'une certaine façon contre le fameux dialogue. Alors, mon avis personnel, ça c'est mon avis personnel. Alors, mon avis personnel, comme je viens de dire, j'ai été contre le gouvernement, j'ai été contre le dialogue entre le gouvernement AFC M23, là-bas à Doha, mais je constate que c'est quelque chose qui vraiment, tout au moins ça affaiblit, ce dialogue a affaibli les AFC M23 d'une certaine façon. Alors, c'est pour cette raison que je commence à réfléchir qu'il faut quand même que les gens dialoguent. Alors, maintenant, si on va dialoguer pour réfléchir sur les causes profondes, comme les gens de Senko nous ont dit, et non pour le partage de pouvoir, si on va dialoguer pour chercher cette histoire appelée cohésion nationale, ça c'est bien, mais ce n'est pas pour vraiment rendre de compte comme c'est que le temps de la conférence nationale et tout ça, et tirer les choses à longueur. Alors, si ce dialogue n'est pas fait de cette façon-là, parce que la responsabilité maintenant est entre les mains de la Senko et CC. Alors, c'est comme je venais de dire tout à l'heure, le dialogue à Doha nous a révélé ce que le AFC M23 est vrai. Donc, ça nous a vraiment montré vraiment quelles sont les revendications du M23 AFC. D'ailleurs, ils ont même confirmé que ce sont vraiment de pantins, des marionnettes. Et ça a exposé même Kabila, ça a exposé Katumbi, ça a exposé Katumbi, comment il s'appelle, Kikaya bin Karoubi, et toute cette clique. Hein? Et d'ailleurs, ça commence, je dois être honnête, ça expose certaines personnes comme Kamere, comme Baruti, comment il s'appelle? Bahati, excusez-moi, Bahati, ça expose même les présidents du Sénat. Pourquoi? Parce que nous savons maintenant, par rapport à la présence de Kabila, qui est pour le dialogue et qui est contre le dialogue. Alors tout le monde demande ce dialogue, et même les gens, les caméras, c'est que moi j'appelle les équilibristes, les gens qui sont un pied avec ce qui dit un autre pied dans la rébellion. Tous ils étaient en train d'entendre ce dialogue. Alors ce dialogue, maintenant que le président a donné un go, ça va nous montrer encore qui est qui. Ça va, comme on dit à bon français, les masques vont tomber davantage. D'ailleurs, à propos de cela, je vais faire une prédiction sur Kagame à la fin. Il faut rester là jusqu'à la fin. Alors, ça veut dire que la réussite de ce dialogue ou son échec va tomber sur la Senko. Alors, vous voyez combien la Senko n'a plus de crédit. Donc, cette histoire de dialogue, si la Senko ne la gère pas comme il faut, la Senko va perdre
tout en termes de crédit, tout, même les peu qui restent. Ils sont vraiment sous la SENCO et les CC sont maintenant entre les marteaux et l'enclume. On va voir sur l'attitude de la SENCO. Alors, je pense aussi que ce dialogue va prouver qu'il n'y a pas de problème politique, comme beaucoup de gens disent, mais il y a des problèmes sécuritaires. Et pour cela, ça va même couper les herbes sous le pied des gens qui sont en train toujours de dire qu'il y a des problèmes politiques et tout cela. Maintenant, personnellement, je pense, si dialogue doit y avoir, ce dialogue ne doit pas avoir lieu à n'importe quel prix. Alors, ça veut dire tout simplement, il n'y a pas de réconciliation, il n'y aura pas de paix sans la justice. Alors, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes, les viols et les richesses et tout ce qu'on a vu, voler les choses et faire traverser vers le Rwanda, tout ça, on a volé les choses, on a démonté même des usines. Tout cela, ça ne peut pas passer comme ça. Ça ne peut pas passer comme ça. Et c'est là où je vois qu'il y aura beaucoup trop de problèmes. Alors, c'est pour moi, c'est sous condition. Il faut qu'il y ait certaines conditions qui doivent être remplies pour qu'il y ait ce dialogue. D'abord, ça ne doit pas se tenir en Afrique du Sud, ça ne doit pas se tenir à Lomé, ça ne doit pas se tenir à Nairobi, à Addis Abeba ou je ne sais pas où. C'est un dialogue entre Congolais. Pourquoi ça doit se tenir ailleurs? Ça doit se tenir à Kinshasa, au Palais du Peuple ou je ne sais pas quelque part, ou dans un de fameux hôtels à Kinshasa. Ce dialogue ne doit pas être inclusif, comme Fayulu le disait, ou même les gens de SENCO le veulent. Pas question d'inclusivité. Alors, on peut inclure tout le monde, sauf les gens de la rébellion, sauf Kabila, sauf Katumbi, sauf M23 AFC, sauf Matata Pogno. Alors moi, ce sont ces gens-là que je pense qu'il faut exclure. Je suis en train un peu de vaciller pour Katumbi parce que j'ai prédit que Katumbi va rejoindre les camps de la République bientôt. Il va devenir dans ces camps de la patrie. D'ailleurs, parce que Katumbi est dans les institutions. Il est dans les institutions. Tu ne peux pas être dans les institutions et faire la rébellion en même temps. C'est contradictoire. Alors, je pense que lui, il va rentrer dans les schémas institutionnels. Il est peut-être en train de chercher comment ne pas perdre la face. Alors, et même Matata Pogno dans une certaine mesure. On l'attend là-bas à Goma, mais il ne va pas à Goma parce qu'il sait, si tu vas à Goma, c'est fini. Tu seras vraiment étiqueté AFC M23 et là, tu perds tout. Alors, je pense que lui-même, il pourra vraiment revenir encore parce que tous ces gens-là cherchent une certaine absolution. Surtout, ils veulent échapper à la justice. Alors, ils pensent que le dialogue, c'est un moyen d'échapper à la justice. Alors, le gouvernement ne doit pas non plus répondre aux conditions du M23. Nous connaissons les conditions du... Parce que pour que les gens viennent à Kinshasa, pour qu'ils viennent au dialogue, on doit lever, par exemple, tout ce qu'il y a comme poursuites judiciaires et les condamnations qui avaient déjà été mises sur leur tête. Alors, c'est là où j'ai fait ma petite prédiction, ou tout au moins, je ne sais pas, mais je suis en train de m'imaginer. Je vois comme il y a des blocs qui se forment. Et ces deux blocs, il y a le bloc qui est à l'ouest et il y a les blocs de l'est. Les gens qui se disent les Swahiliphones. Qui peut appartenir à ces groupes de Swahiliphones. Il y a Kabila, il y a Katumbi, il y a Kamere, il y a Matata Pogno. Alors ça fait un bloc. Alors vous attendez tout le temps que non, les Swahiliphones sont pourchassés à Kinshasa et tout ça. Alors j'ai l'impression que Kamere est en perte de vitesse à tous les niveaux. Alors il cherche comment il peut se refaire une santé politique. La seule façon que je vois pour Kamere de se faire une santé politique, c'est parce que comme il est opportuniste, c'est de se propulser à la tête
de cette organisation des Swahiliphones, ou tout au moins se mettre à défendre cette histoire des Swahiliphones. N'oubliez pas que quand les gens de la SENCO parlaient de ce dialogue, vraiment la personne que je pensais qui les poussait à ce qu'il y ait ce dialogue, c'était Kamere, c'était Bahati et beaucoup d'autres politiciens de l'Union sacrée. Ce sont les gens de la SENCO qui le disaient. Alors, maintenant qu'il n'y a pas d'inclusivité, on va voir comment Fayulu va réagir. On va voir comment Kamere va réagir. On va voir comment beaucoup d'autres organisations politiques vont réagir. Parce que tous ces gens-là veulent qu'il y ait une certaine inclusivité. Alors moi, je prédis que, parce que j'ai l'impression, depuis un certain temps, je sens un certain antagonisme entre le président de la République et Vital Kamerhe. Alors moi, je prédis que Vital Kamerhe deviendra l'un des opposants de Félix Antoine Tshisekedi bientôt. D'abord, pourquoi je pense cela? Il ne condamne pas l'agression rwandaise. Il est toujours comme en contradiction avec Félix Antoine Tshisekedi. Félix dit c'est le Rwanda, lui dit c'est l'Ouganda. Et j'ai l'impression que Félix fait la diplomatie, lui fait sa diplomatie diplomatique. Et Félix, il présente Félix comme un radical et lui se présente comme quelqu'un qui est pragmatique. Je ne sais pas, dernièrement, j'ai vu les gouverneurs du Sud Kivu et je les sens un peu à froid aussi avec Félix Antoine Tshisekedi. Je vous avais dit, c'est les gouverneurs, il est de la famille politique de Kamerhe. Alors, il y a un certain ressentiment aussi dans l'union sacrée entre M. Kamerhe et M. Jean-Pierre Bemba. C'est pourquoi je suis en train de prédire qu'à cause de ce dialogue, comme Tshisekedi a mis déjà certaines conditions, c'est certaines sources, il ne veut pas que cette histoire soit dirigée par les gens de la SENCO-ECC, Katumbi ne doit pas venir. Pardon, Kabila ne doit pas venir, pas question des gens de AFC 123, pas question des brassages, mixages, pas question de l'impunité. Alors, vous comprenez que Kamerhe, lui, il est pour qu'il y ait inclusivité. Il est pour l'absolution. Il est pour qu'on pardonne tous ces gens-là de l'Est au nom de la paix. D'ailleurs, lui-même, il dit toujours, la paix a un prix. C'est ce qu'il dit toujours, la paix a un prix. La paix a un prix. Alors, je me pose la question, comment ça va finir? Personnellement, je ne sais pas, mais je suis en train de voir une certaine opposition, un certain affrontement dans les jours qui viennent entre le président Félix Antoine Tshisekedi et M. Kamerhe, et surtout avec la formation de groupes de Swahiliphones. Alors, tout simplement pour faire cette pression pour le président, sur le président, pour qu'il y ait cette inclusivité. Est-ce qu'il y aura inclusivité? Ça, moi, je ne sais pas. Si le président tient aux conditions que je venais de dire, par exemple, les conditions d'impunité, ça veut dire qu'on ne doit pas accorder une certaine prime à ces gens-là. Hein? Si le président tient à cela, ces gens-là ne vont pas venir. Kabila ne viendra pas. Alors, ça va, cette histoire de dialogue, je ne sais pas s'il aura lieu ou pas, ou tout au moins, ça risque de se tirer, c'est-à-dire ça risque de se tirer jusqu'à 2028 ou tout au moins ça risque de se casser quelque part. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, là, je vais parler de M. Muhoozi qui était à Kinshasa. Non, peut-être avant de finir, parce que j'étais en train de parler des conditions que le président avait posées comme quoi les gens du M23 ont tué et tout. C'est pour cette raison-là, ils ne peuvent pas venir au dialogue. N'oubliez pas, je vous avais dit que leur seul espoir, c'est ce dialogue-là. Et c'est pour cette raison, ils pensent même que la SENCO les a trahis, parce que la SENCO n'a pas demandé qu'ils viennent au niveau
au niveau du dialogue, que ce dialogue soit inclusif et que les gouvernements arrivent à enlever certaines de conditions qui ont été posées. Donc, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. À Doha, ça ne marche pas. Avec les gouvernements, ça ne marche pas. D'ici vendredi, dans 3 jours, ça sera signé là-bas à Washington. Donc, les choses sont en train vraiment d'évoluer très vite pour eux. C'est très vite. Alors, le seul espoir qu'ils avaient, c'est cette histoire de dialogue entre Congolais pour recevoir une certaine réconciliation, pour demander peut-être pardon au peuple congolais et dire vivons encore ensemble, on ne va pas répéter. Je vois Nanga faire ça. Je vois Nanga vraiment se mettre à genoux au peuple congolais. Pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a appris, des choses comme ça. Je vois Nanga faire ça. Mais on ne lui donne pas cette possibilité-là. Il y a le désespoir là-bas. Je ne sais pas si moi, si Nanga se met à genoux pour demander pardon. Je ne sais pas. En tout cas, je suis chrétien et moi-même, je pratique cette histoire de pardon, mais j'ai une très grande difficulté à pardonner les gens de AFC M23. Une très grande difficulté. Alors, je ne sais pas pour vous, hein. Moi j'ai une très grande difficulté. Alors, il ne faut pas venir gaspiller le temps vraiment à s'agenouiller, demander pardon. Des pardons comme ça, ce sont les gens comme les Cholés qui vont accepter, les gens comme les Ambongo parce qu'ils sont ensemble. Mais nous, je ne pense pas que ça sera pas facile de pardonner ces gens s'ils ne payent pas d'une certaine façon. C'est pour cette raison que cette histoire de justice est pour moi vraiment sine qua non, la condition sine qua non. Parce que sinon, les gens vont toujours répéter la même chose, tuer et puis venir nous narguer, venir nous parler des dialogues, des choses comme ça. Alors voici ce que les gens du M23, les communiqués des gens du M23, AFC M23, ils ont dit, ils rejettent catégoriquement les accusations du gouvernement congolais concernant les assassinats, les tortures, les viols, les enlèvements des civils dans les territoires sous son contrôle. Les mouvements accusent Kinshasa de mener une campagne de propagande visant à les discréditer ou visant à discréditer ses actions en faveur de la dignité du peuple congolais. Alors, vous comprenez que nos amis sont aux abois parce qu'ils savent, c'est que le gouvernement, ça c'est la condition du gouvernement. Il n'y aura pas de dialogue avec les gens qui ont pris les armes et qui ont tué les autres Congolais. Alors venons, parlons un peu de cette histoire de la visite de M. Muhoozi en République démocratique du Congo. Moi, je pense que chaque fois quand tu as des visites comme ça, il y avait cette histoire de Jackson, le congressman Jackson qui est venu, qui est allé rencontrer le président de la République. Vraiment, même moi, là, j'ai commenté parce que j'étais contre. J'étais même en train de me poser la question, quand j'ai su que Muhoozi était à Kinshasa, j'étais en train même de me poser la question, mais est-ce qu'il va rencontrer le président de la République? Et il a rencontré le président de la République. Alors pour moi, quand je vais analyser quelque chose comme ça, je cherche d'abord à comprendre qu'est-ce qui est le contexte, qu'est-ce qui a poussé, dans quel contexte Muhoozi est allé rencontrer le président. Je me pose la question, est-ce que c'est lui qui a demandé et le président a accédé à sa demande? Ou est-ce que c'est le président qui a dit « je veux le voir ». Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai pas vraiment la boule de cristal, mais tout au moins, il y avait une rencontre. Et nous, on doit seulement analyser cette rencontre-là. Moi, je m'imagine, alors, il y avait rencontre, qu'est-ce que le président de la République et Muhoozi pouvaient se parler? Je pense qu'ils pouvaient parler de problèmes sécuritaires qu'il y a dans toute la région, les problèmes de guerre qu'il y a dans toute la région. Je peux m'imaginer qu'ils ont parlé de Wazalendo dans la région. Je peux m'imaginer qu'ils ont parlé de son père, parce que son père quand même est vieux, et peut-être qu'il a parlé lui-même, il est allé faire lui-même
comment, sa défense pour dire non, si mon père meurt, je vais devenir président de la République et j'aimerais qu'on travaille ensemble et tout ça. Et vous comprenez, hein, parce qu'il n'y a pas longtemps, il était aussi en Afrique du Sud. Alors c'est connu que quand ces gens-là veulent mourir, ils commencent à envoyer leurs enfants pour préparer un peu la succession. Alors, les problèmes que nous avons en face, en face de nous, là, Congo-Brazza, les mêmes problèmes vont se poser. Les mêmes problèmes vont se poser. D'ailleurs, c'est l'une des raisons, je m'imagine, Muhoozi à Kinshasa. Alors, n'oubliez pas, j'avais dit que beaucoup de choses vont changer dans les jours qui viennent. Il y aura beaucoup de gens qui vont venir faire des courbettes à Kinshasa. Alors, j'attends des courbettes qui vont venir de Congo-Brazzaville. J'attends des courbettes qui vont venir de l'Ouganda. J'attends des courbettes qui vont venir du Rwanda. Ça, ce sont les 3 pays, j'attends des courbettes et ça va arriver bientôt. Alors, je ne sais pas si c'est pour venir faire des courbettes. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Alors peut-être qu'il voulait faire aussi une promesse de combattre les M23 AFC sous certaines conditions. Les conditions ici, c'est peut-être de dire, nous, on peut nous coaliser pour combattre ces gens-là, mais il faut peut-être combattre les gens il faut désarmer les Wazalendo. On peut penser comme ça. Peut-être qu'il est venu demander les pardons pour les gens de AFC M23 parce que j'insiste sur le point que ces gens-là sont vraiment au bout. Ou même demander quelque chose pour Kabila, qui sait? Donc, alors, je pense maintenant, quand il est sorti, Muhoozi, quand il est rentré chez lui, il a fait des tweets. Et ce sont des tweets qui ont rendu les gens très mal à l'aise à Kinshasa. Je venais de voir même la réaction des gens de Wazalendo. Alors, je vais nous conseiller une chose. Je pense qu'il faut, quelquefois, quelqu'un comme Muhoozi, il est malade. Ça, c'est la première des choses. Il est malade. Je pense qu'il a un problème psychique. Il doit être dépressif ou, comment on dit, comment on dit, quelque chose ne marche pas dans sa tête. Soit il est sous alcool, soit c'est quelqu'un qui est sous drogue, qui prend certaines substances, des médicaments forts peut-être pour rendre encore, pour qu'il revienne un peu à la normale. Parce que beaucoup de gens qui ont des maladies psychiques prennent des médicaments, des drogues forts pour que ça ne change pas, ça peut les garder un moment très bien, puis à un moment donné, ça revient. C'est tous les gens qui souffrent de dépression et des choses comme ça. Alors, lui, il a dit, que the president is safe. Le président de la République est safe. OK, il a dit ça. Alors, je vois les gens qui sont vraiment fâchés. Comment ils peuvent aller voir le président, que c'est un fou. Nous savons déjà qu'il est fou, mais il faut le laisser dans sa folie. Alors, maintenant, quand il dit des choses comme ça, soit ils ont tenté maintes fois de tuer le président de la République, Kabila, Katumbi, Senko, SSC, même Sassou Nguesso, ils ont fait des complots pour tuer le président de la République. Ils n'arrivent pas à les tuer. Mais c'est seulement un constat. Ça veut dire tout simplement que le président est vraiment en sécurité. Où est le problème? Alors moi, je ne vois pas pourquoi vraiment les gens sont folles à cause de cela. Il a encore fait un tweet comme quoi il veut combattre le Wazalendo. Et je venais de dire tout à l'heure que je vis la réaction de M. Mulumba. Je pense qu'il s'appelle Jules Mulumba de Wazalendo, comme quoi. Et là aussi, je trouve que ça ne vaut même pas la peine de répondre à ces messieurs. Ce que son tweet montre, tout simplement, c'est que les Wazalendo sont devenus vraiment une force militaire dans la région de Grand Lac. C'est ce que ça me dit moi personnellement. C'est une reconnaissance. Ça veut dire le Rwanda reconnaît qu'ils ne peuvent plus contrôler cette partie de la République parce qu'il y a les Wazalendo qui sont là-bas. Kabila lui-même a dit que les Wazalendo sont une force négative. Donc, ce n'est pas seulement Muhoozi qui l'a dit, Kabila l'a dit. Donc, Kabila, AFC M23 reconnaissent que les Wazalendo là-bas, c'est vraiment une épine dans les pieds de tous ces gens-là.
C'est ce que ça veut dire pour moi. Ça veut dire que les Wazalendo sont devenus une force positive pour la République démocratique du Congo. Alors, même lui, que ce soit l'Ouganda, que ce soit même le Burundi, que ce soit le Rwanda, tout ce pays-là qui venait faire des aventures à la République démocratique du Congo ne peuvent plus se le permettre parce qu'il y a des patriotes Wazalendo qui les mettent mal à l'aise. C'est ce que moi je comprends, à cause de leur patriotisme, mais aussi à cause de leur prouesse dans la lutte là-bas à l'Est. Alors vous comprenez que c'est quelque chose qu'il faut exploiter au niveau de la sécurité. Ça veut dire tout simplement qu'il faut renforcer encore la présence de Wazalendo dans toute cette partie. Parce que les AFC M23, l'Ouganda et tout ça reconnaissent que les Wazalendo sont une force. Alors ça, c'est un aspect. Alors maintenant, moi-même, ma lecture, parce que dans les accords qui seront signés ce vendredi, on n'a pas parlé de Wazalendo comme une force négative, alors que le AFC M23 est une force négative. C'est un groupe armé. Les Wazalendo ne sont plus reconnus comme un groupe armé. C'est vraiment génial ce que le gouvernement a fait parce qu'il les a reconnus comme une force d'autodéfense ou tout au moins une force des réserves de l'armée congolaise. Alors, ils sont officiellement reconnus. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire ma compréhension est qu'au fur et à mesure que nous évoluons et au fur et à mesure qu'il y a des changements qui arrivent en République démocratique du Congo et que nous continuons à gagner parce qu'eux aussi ils sont en train de voir que nous sommes en train de gagner, Muhoozi va finir par combattre les AFC M23. Voilà ma prédiction là-dessus. Il va fermer Bunagana là-bas et puis on va vraiment les mettre. Donc la seule sortie pour les gens de AFC M23, c'est d'aller au Rwanda. Ok, voyons voir. Voyons voir. Alors, en même temps, il est allé peut-être là-bas pour parler aussi avec le président qui relève le gouverneur Luboya Kachama de l'Ituri. Alors, je suis en train de vous dire, au lieu vraiment que les gens... C'est pourquoi je dis, très chers frères et sœurs, quelquefois, on doit apprendre quelquefois du président de la République. Il est calme. Il est calme. Hein? Quelquefois, on doit être calme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement s'il demande qu'il faut relever Luboya? Ça veut dire tout simplement c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire que ce que Luboya est en train de faire là-bas est en train de réussir, est en train de mettre en mal l'Ouganda. Ça veut dire que les aventures que l'Ouganda venait faire à la République démocratique du Congo, ils ne peuvent plus se les permettre. D'ailleurs, ce n'est pas seulement les Ougandais qui le disent, qui ne veulent pas de M. Luboya. Il y a beaucoup de Congolais. Je m'imagine qu'à cause des brassages mixages ou même à cause des affaires, les gens qui sont dans la mafia, dans les mines. D'ailleurs, M. Luboya parlait même des prêtres, des abbés, des monseigneurs là-bas qui sont dans ces histoires-là. Alors, imaginez que ces gens-là sont avec l'Ouganda. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir dire non, nous on a essayé de le chasser, mais on n'arrive pas, faites quelque chose. Et c'est comme ça que la guerre a commencé à l'Est. Parce que M. Kaberebe disait qu'il n'accepte M. Ndimi, ou je ne sais pas comment il s'appelle, le général Ndimi, je ne sais pas comment, il y avait un général, je ne sais pas comment il s'appelle, les gens, M. Ndimi ou quelque chose comme ça. Alors vous voyez, mes très chers frères et sœurs, moi je ne vois pas dans cette tweet une menace, mais je vois seulement des aveux de faiblesse. Alors, c'est à vous de juger. Je ne peux pas m'enfoler à cause d'un certain Muhoozi. Quand je vois comment les gens sont folles, je me dis, mais c'est un fou. C'est un fou.
Ok, je comprends, lui, il pense que l'armée, notre armée est faible, donc, mais l'armée ne va pas toujours rester faible. Peut-être il a commencé à réaliser, parce que quand même, dans ces travaux ensemble, on voit comment l'armée est organisée. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Alors, c'est pour cette raison, il n'y a pas de raison même de s'enfoler. Alors, maintenant, je vais dire quelque chose pour finir cette histoire. Je pense, très chers frères et sœurs, il n'y a pas, seulement, je comprends même notre indignation, je comprends, on a été brimé, on a été assujetti, on nous a humiliés, je comprends ça, je comprends vraiment les nationalismes qui nous animent, je comprends le patriotisme, alors je comprends tout cela, moi je comprends tout cela, mais seulement, quelquefois, j'ai l'impression que nous-mêmes, on ne remarque pas les changements qu'il y a à la République démocratique du Congo, mais c'est les gens de l'extérieur qui sont en train de remarquer, les gens qui volaient, les gens qui pillaient, les gens qui tuaient, remarquent que quelque chose est en train de changer en République démocratique du Congo ou a changé à République démocratique du Congo et ils essaient maintenant même d'ajuster leur politique, mais nous sommes toujours dans les discussions inutiles, mais ces gens-là remarquent. Congo-Brazza remarque cela, le Rwanda remarque cela, l'Ouganda remarque cela, le Kenya remarque cela. Pourquoi? Parce que l'or qui partait au Kenya ne part plus. L'or qui part, les bois qui partaient en Ouganda ne partent plus. Les cacao qui partent ne partent plus. Et vous pensez que les gens qui exploitaient ces choses-là restent toujours calmes? Alors, je vais finir par ceci. Beaucoup de gens sous-estiment toujours Tshisekedi. Beaucoup de gens les sous-estiment toujours. Peut-être que M. Muhoozi est en train aussi de faire la même bêtise. Alors, la majorité des fois, les gens qui sous-estiment Tshisekedi les sous-estiment à leur propre péril. Je vais vous donner les exemples, peut-être. Là, avant même que je termine, vous commencez à me raconter des exemples. Kagame, il parlait de lui comme un taximène, comme un livreur de pizza, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui à Kagame. Les gens de la Senko ici, les gens de les Scholl et tout, les gens là pensaient que vraiment ils peuvent manipuler Tshisekedi, ils peuvent lui mettre la pression et tout ça. Où sont-ils? Les opposants, où sont-ils? Kabila, Katumbi, où sont-ils? Alors, les gens même de AFC M23 ici, au Chilombo, ils ont maintenant besoin de Chilombo. Alors, je voulais tout simplement vous faire réfléchir pour comprendre que mes frères, mes soeurs, nous devons vraiment pas toujours continuer à sous-estimer le président de la République. Nous ne sommes plus là où nous étions il y a 6 ans. Nous ne sommes plus là où nous étions il y a 5 ans. Les choses ont changé, même au niveau de l'armée, les choses ont changé. D'ailleurs, à propos, parce que nous connaissons qu'il y a une guerre psychologique. Hein. Vous savez la grande libération, parce que je parlais de dialogue entre les gouvernements et les M23, vous savez la meilleure des choses qui nous est arrivée. Chaque fois quand une ville tombait, nos tensions montaient et tout ça. Chaque fois quand une ville tombait, les tensions montent. Et les gens qui conduisaient la guerre, que ce soit les Rwandais, que ce soit les M23 AFC, ils étaient même en train de propager pour montrer comment les villes tombent et tout ça. Et nous, on réagit. Et ça, c'est une guerre psychologique. Et ça, c'était vraiment réussi. Mais maintenant, depuis un certain temps, il y a toujours la guerre à l'Est. Mais nous, on s'en fout de cela. Et c'est ce qui rend les gens fous, parce que leurs armes de propagande ne fonctionnent plus. Alors, il faut prendre ce que Muhoozi est en train de faire comme une propagande, comme une guerre psychologique. Alors, il ne faut pas réagir à tout ça, il ne faut pas réagir à sa folie. Il ne faut pas réagir à la folie. Alors, il y a des gens qui comprennent seulement le langage de la force. Kagame comprend le langage de la force. Muhoozi comprend le langage de la force. Alors, il faut répondre par la force, et c'est clair. D'ailleurs, la diplomatie, comme nous la connaissons, multilatérale, elle est finie. Maintenant, à ce moment ici, c'est la diplomatie de la force.
Exemple, les États-Unis. Ils nous ont imposé la paix. Ne croyez pas qu'on a allé négocier là-bas. Non, que personne ne vous trompe. Les États-Unis ont dit, c'est ça, et c'est ce qu'on fait. Il n'y a pas, il faut, je ne vais pas, je respecte Madame Kaikwamba, je respecte le président, mais je vous dis, on nous a dicté la paix entre nous et le Rwanda. Pourquoi? Parce que les États-Unis en ont le moyen et les États-Unis sont forts. Ou ils sont forts, je voulais dire. C'est pourquoi on a traîné avec les gens comme la France, les multilatéralismes. Maintenant, c'est la force. La Russie utilise la force. Israël utilise la force. C'est pour cette raison, j'étais en train de nous faire réfléchir. Nous, Congolais, avons vocation à devenir une puissance économique, militaire. Et si nous avons la force, nous allons imposer la paix dans notre pays et dans toute la région. Alors, au lieu de pleurnicher ou même de se faire, de s'indigner, réfléchissons à construire un État fort, une armée forte, une économie forte. À ce moment-là, nous aussi, on peut imposer la paix dans la région. Lui-même, là, il est en insécurité parce que si son père meurt, si son père meurt, vous pensez vraiment qu'il y aura la paix là-bas? La succession sera tranquille là-bas? C'est possible que même on va l'attaquer de la République démocratique du Congo. Vous voyez, très chers frères et sœurs, il y a beaucoup de bonnes raisons à ne pas s'occuper des tweets. Vraiment, ignorer les tweets de M. Muhoozi. À partir de maintenant, vous ignorez les tweets de M. Muhoozi. Quelqu'un qui veut se faire important, vous le suivez dans sa folie, vous devenez aussi fou comme lui. Alors voilà, très chers frères et sœurs, ce que je voulais dire à propos. Je pense que je voulais finir peut-être par cette petite question. Je voulais réfléchir là-dessus moi-même. Parce que beaucoup de gens parlent au nom du peuple. Je venais de vous montrer tout à l'heure que même les Nanga parlent au nom du peuple congolais. Je venais de lire leur tweet. Même eux, ils parlent au nom du peuple congolais. Alors vraiment, il y a M. Prince Epenge qui a dit après la rencontre de la Senko et CC, 90% des Congolais sont contents que la Senko et CC a été reçue par le président de la République. Alors la notion, c'est que tout le monde parle au nom du peuple. Tout le monde parle au nom du peuple. Qui a habilité vraiment à parler au nom du peuple? C'est par là que je termine. Qui a habilité à parler au nom du peuple? Est-ce que par exemple, Prince Epenge ici peut parler au nom du peuple? Sont partis à combien de personnes? Fayoulou se disait toujours commandant du peuple. Il a commandé combien de gens? Depuis que Tshisekedi est là, combien de manifestations monstres lui il a fait pour qu'on dise il est... Même SNCO et CC, combien de personnes ils ont mis sur la rue? Parce que nous, je me souviens, quand on parle de vraiment, je parle au nom du peuple, je me souviens, il y avait, les jeunes gens, vous ne comprendrez pas, mais au Congo, il y avait des billets de 5 millions. Des billets de 5 millions. Etienne Tshisekedi monte à la conférence nationale là, et dit, ces billets ici, on ne va pas les consommer. Personne ne l'a consommé. Ça, c'est parler au nom du peuple. Mais dites-moi combien de gens là-bas au Congo font des villes mortes, amènent des gens sur la rue, et tout le monde veut parler au nom du peuple. Même maintenant, on veut parler au nom du peuple. Alors dites-moi dans les commentaires, qui doit parler au nom du peuple? Alors, très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse.